Non, mais déjà, Monsieur Chaman, comme on le nomme, je pense que de son vrai nom, j'ai oublié. Mais je ne l'ai pas noté. On l'a baptisé Chaman parce qu'il y a un vrai chaman en Russie qui venait de Yakoutie, je pense, il y a quelques années, et qui voulait venir à Moscou et éliminer avec ses pouvoirs, éliminer Poutine. Et Poutine, souvent les dictateurs croient en la magie. Et Poutine, il s'appelle Sacha Garbeshtev. Il est actuellement dans une espèce de prison psychiatrique et il est toujours vivant, mais Poutine a eu vraiment très très peur. Je pense que le chaman, là, le chanteur, il est baptisé comme ça parce que Poutine voulait... Quand même, tellement il croit à cette force chamanique, en fait, il y... Alors cette scène, elle est très forte parce que le garçon à côté de lui, donc il a 11 ans, son père est mort sur le front, voilà ce qu'a dit Chaman. Il a peut-être seulement 11 ans, mais c'est déjà un homme et le seul homme qu'il reste dans sa famille. C'est là où il y a un couac. Parce que d'un côté, on a face à une démonstration d'irrationnel chez les Russes. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que Zaloujny, souvenez-vous, il a fait une erreur. Toute sa stratégie se reposait sur quand les Russes vont voir combien ils ont eu de morts, ils vont s'arrêter. C'est ça. C'était un mauvais calcul. C'est ce qui, je pense, avec ou sans aide de l'Occident, s'est dit je vais attaquer le territoire russe et là les Russes vont se prendre la tête entre les mains, ils vont dire oh là là, c'est notre territoire, on est foutus, ils vont s'arrêter. Non, ils ne vont pas s'arrêter. C'est ça qui est spectaculaire. Parce qu'au fond, le Russe pauvre, il existe grâce à son petit jardin où il fait des patates. Et l'État, c'est quelque chose de très très loin. C'est un peuple qui vit en autarcie depuis des siècles. Alors les riches, eux, ils sont en train de faire la fête avec les Ukrainiens à Monaco. Ils se fichent complètement ils font des deals, ils continuent de faire des deals. Donc là-dessus, faut pas compter sur le Russe. Et il y a toujours l'émotionnel, le petit garçon, enfin quelqu'un qui est mort sur le front. Mais par ailleurs, ce que dit pas ce reportage, et vous ne dites pas ça, c'est que Chaman a eu un tel honoraire qui lui a été payé d'ailleurs, je pense, par le maire de Moscou, qui doit se faire pardonner pour quelque chose, parce que le maire de Moscou fait énormément de déclarations, quasiment tous les jours, et c'est lui qui a augmenté à un prix quasiment phénoménal les volontaires qui vont au front. Aujourd'hui, le maire de Moscou propose 2 millions de roubles, ce qui est un prix colossal. Du coup, ce que font les gens de province viennent à Moscou pour partir sur le front en Ukraine depuis Moscou pour toucher ces 2 millions. Ah, comme ça, lui, voilà. il remplit un peu son quota, il se fait bien par du Ce même maire a financé ce spectacle et je ne sais plus combien il a payé à Chaman pour qu'il chantonne, je ne sais pas comment on dit, chantonne, voilà, à Koursk, et ça s'est su dans la population. Et ce concert a failli lui coûter la peau. Hein. Je ne sais pas comment ça a été filmé. En tout cas, la population n'était pas du tout contente parce que eux, ils ont eu pour remboursement des maisons qui étaient cassées 10 000 roubles, ce qui est un copex. C'est-à-dire que c'est un vieux prix au cas de forte pluie ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui... Ah, il y a des crispations quand même. Oui, il y a une crispation. Mais le problème, c'est que Koursk, c'est au diable vauvert. C'est-à-dire qu'il y a c'est loin, parce que nous on avait envie de mettre ces images en parallèle. On est à Moscou, il y a plusieurs milliers de spectateurs qui assistent à ce concert d'un chanteur populaire à gauche, et à droite, regardez, c'est la région de Koursk qui est en feu, qui est en partie détruite, qui est en partie évacuée parce que les troupes ukrainiennes sont là. Oui, mais le problème c'est que vous allez à 50 km de Moscou, c'est déjà, ça ne nous concerne pas. C'est pas la même Russie. Poutine, son électorat, c'est Moscou. Tout ce qui est en dehors de Moscou, les gens, c'est chacun pour soi. C'est l'autarcie dans le sens primaire du terme. On n'a jamais compté sur l'État en rien. Et ça, même moi, avec ma vie personnelle, je peux vous le dire, on n'a jamais payer les impôts parce qu'on a toujours eu les 100 ou 120 roubles de salaire. Et puis comment l'État fait l'essentiel, c'est que j'ai mes 120 roubles de salaire et je me débrouille avec. On ne compte pas sur l'État. Donc nous on voit, on y reviendra, il y a eu plusieurs frappes ukrainiennes tout au long de la semaine.
Il y a eu des incendies monstrueux avec les pompiers qui ont été extrêmement blessés, et donc des collectes, des levées de fonds qui sont lancées auprès des populations. Aider nos pompiers, c'est pas l'État qui aide. Quand on voit un village, il y a beaucoup trop de morts, donc l'administration ne peut pas soutenir, donc on dit aux habitants, c'est à vous de payer les sacs mortuaires. Alors nous, ça nous choque. Pas les Russes. Mais parce que vous vivez dans un État social. Or, la Russie, c'est pas un État social. Ça n'a jamais été un État social. Les Russes, enfin, Solzhenitsyn l'a bien décrit dans ses livres. C'est-à-dire que tout ce qui est schiste, tout ce qui est marginal, ça, c'est assez respectable. Mais chacun est fracturé. On fonctionne par réseau, pas par même si le sentiment patriotique est extrêmement fort en Russie, le fait qu'une partie de la Russie soit attaquée par des Ukrainiens, donc un peuple qui est censé être bien moins important, bien moins nombreux, bien moins glorieux que les Russes. Patriotisme, pareil. Vous savez, le fameux patriotisme des Russes, on l'a appris via Guerre et paix de Tolstoï. En fait, Tolstoï, c'est un écrivain. Il nous a inventé la guerre de 1812. Il nous a présenté comme ça. Mais au fond, l'armée tsariste était constituée des aristocrates. Le peuple, le petit peuple qui était dans les villages, n'était pas tout à fait contre les Français quand les Français venaient dans les villages. C'est-à-dire que c'était soit des grands aristocrates qui étaient... c'était l'honneur d'un officier, c'est la règle. Je pense qu'en France, c'était pareil. Tu es fidèle à ton roi. Et sinon, c'était des conscrits, comme on disait. Et à l'époque, les conscrits, c'était aux 25 ans. Donc, et le reste, le peuple simple qui est dans les terres, il n'avait rien contre. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc je pense qu'on exagère un tout petit peu cette idée du Russe qui se révolte. Toutes les révolutions russes, c'était que des coups d'État entre une très très petite élite, quelques dizaines de personnes. Ça n'a jamais été une levée du peuple, du tout. En revanche, là où ça joue, c'est que la Russie n'est pas un pays grand, c'est un pays long. Donc on peut se retirer jusqu'à l'Asie, jusqu'à le Japon. Et alors pour le retour, d'ailleurs c'est ce qui a coûté la peau de l'armée de France. Et tant que l'ennemi n'est pas à côté de ta maison, le Russe ne bougera pas. C'est loin. Donc Kursk, c'est très très loin. C'est ce qu'on a compris grâce à votre éclairage, extrêmement intéressant. Alors d'autres, en revanche, sont quand même sous le choc et parfaitement conscients de ce qui se passe à Kursk. On pense aux 1000 blogueurs qui sont ces correspondants de guerre, donc qui suivent la guerre au jour le jour. Regardez, écoutez plutôt ce que dit l'un d'entre eux. Ils sont passés directement par la ligne de défense que nous avons à la frontière, le premier échelon, le seul. Il n'y a rien derrière. Il n'y avait aucune force, aucune enquête, aucune troupe, rien du tout. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de conduire toute leur colonne en direction de Kursk. Pourquoi n'y avez-vous pas fait un tour ? Pour moi, personnellement, la question reste importante. Pourquoi n'ont-ils pas construit de structures défensives en quantité requise ? Pourquoi ont-ils retiré des unités prêtes au combat de cette ligne ? Si la raison est politique, elle est encore pire que militaire. Avons-nous la force de riposter de manière démonstrative et sanglante face à l'ennemi ? Sinon, alors qu'avons-nous la force de faire aujourd'hui ? Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Xavier, est-ce qu'on assiste à comme une crise morale un peu ? Non, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Natalia tout à l'heure. Le problème pour Poutine, il est plutôt sur les républiques périphériques, tous ceux qui ne sont pas russes. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président était parti en voyage officiel dans le Caucase russe. Il est allé en Ossétie du Nord, où s'était déroulé il y a une vingtaine d'années, 20 ans, la terrible prise d'otage de Beslan, où les forces de sécurité russes avaient tué tous les otages en même temps que les terroristes. Et il a aussi fait un détour chez son grand ami Kadyrov, en Tchétchénie. Parce que là, il ne faudrait pas qu'il commence à y avoir de l'agitation. Moi, je suis assez d'accord. Les Russes, tant qu'ils auront à manger, tant qu'ils auront leur lopin de terre avec leurs pommes de terre,
de terre, symbole quasiment de M. Loukachenko aussi pour la Biélorussie. Ils vont pas se mêler de la politique, ils vont pas se mêler de ce qui se passe. Ils vont pas se mêler du militaire. Non, mais les républiques périphériques, c'est tout à fait différent. La Tchétchénie ne tient que parce qu'il y a Kadyrov, qui est un dictateur, qui tient tout d'une main de maître, mais à l'intérieur de la République, depuis les 2 guerres de Tchétchénie, qui ont vu l'arrivée au pouvoir, manipulée d'ailleurs, de Vladimir Poutine, les choses ne tiennent que par la terreur et la force. Et là, il peut y avoir des soubresauts. Et là, il peut y avoir le tsunami qu'ont vécu les Russes à Koursk, peut envoyer des vagues très très fortes, déstabiliser la Tchétchénie. Donc Poutine fait très attention à tout ça. Maintenant, dans l'intérieur même de la Russie, qui parle russe et qui est de religion orthodoxe, pour le moment tout va bien tant qu'il n'y a pas de famine, que la population ne manque pas du minimum. Ils ont appris à faire avec très très peu. Depuis le début de la guerre, d'ailleurs, leur train de vie, je parle des Russes, du Russe moyen, qui vit vraiment très chichement, a plutôt baissé, mais ils arrivent encore à contenir tout ça. Et ce qui se passe à Koursk, pour eux, est très 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 loin. Et le Kremlin essayait de présenter ça comme un État, en fait, qu'il fallait considérer comme normal quasiment, que c'était les aléas de la guerre, mais que de toute façon, Poutine l'a dit très rapidement, il a demandé à ses forces de reprendre l'oblast de Koursk d'ici début octobre. On verra ce qui se passe à ce moment-là, si ça se poursuit. On verra aussi si les Ukrainiens ont les moyens, tout en menant la guerre dans le Donbass notamment, on l'a vu avec Pokrovsk, de continuer à accroître leur position. Il y a plusieurs villes qui sont stratégiquement très très intéressantes. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Tout aussi spectaculaire, vous le disiez, d'un village à l'autre, finalement c'est pas chez nous. Dans la ville même de Koursk, donc effectivement on est encore une fois à une 50aine de kilomètres du front, parce que les Ukrainiens il y a des bombardements de la région